I'd like to welcome everyone who's not from Ottawa to Ottawa. As a citizen of Ottawa, it's nice to have this event here, and I was able to catch the panel on crowdfunding on Wednesday afternoon. It was really interesting. So what we have this morning is a panel looking at research, but it's also about mapping knowledge and developing plans from gathering information from different sources. So we're going to look at that from 2 points of view. Just quickly, so you know where I'm coming from, I run the InterArts office at Canada Council, and it so happens right now we're in a national consultation, and some of you might be part of that. We're going to 6 cities across the country, looking at the Council's operating programs, but also the changing environment for artists. And the technologies keep coming back as mostly as a positive, because people talk about new opportunities, but they're also talking about the burden that comes with some of the technological requirements, for instance, around social media. And I know you've talked about that during your conference. So everybody's talking about it, but there's some sense-making that's required to sort of figure out what's really happening and how does it impact artists, how does it impact funders, and what do the funders do about it, sometimes together and sometimes individually. So I had the privilege of working at the Council, replacing Kelly Wilhelm, who you met on Wednesday, running the partnership office. And at that time, there was a desire in the Canadian Public Arts Funders Network to do a session on what we call the digital transition. And it came a lot from Yvan Gauthier, who was the former CEO of Conseil des Arts et des Lettres du Québec, who felt we really had to pay attention to this issue. So we commissioned research, and David Poole was hired to do that. And so what he'll do today is talk a little bit about what he found. The report's a public report. It's been out for about 1.5 years. And he can give you an overview of that. It's pretty extensive, so he'll kind of give you snapshots and maybe some thoughts about how it's evolved in his mind since he did the research in 2011. And that research actually was used by Calc and others to consult the community. And so Alain will tell a very interesting story about how Conseil des Arts et des Lettres went into the community, consulted, and then designed programs and an approach, a very proactive approach to having artists really use technologies the most effectively possible. But c'est pas évident, as we would say in French, because you need to bring people along and to sort of educate them and work with them and so on and so forth. So I'll pass right the microphone now. I'll remind you that when Alain will speak, it will be in French, so you'll need to put your headphones when Alain speaks, but we'll start with David. David's a good friend of mine. We've known each other for a long time. I'm very happy that he is able to share some time with you today, because he's one of the experts in media arts in Canada and also somebody who has a keen sense of perception, so I look forward to what he has to say. Welcome, David. Thanks, Claude. You feel a bit like a charlatan pretending to be an expert in anything that you wrote 2 years ago about digital arts. So this is going to be an extreme précis of that much longer piece that was written for the Canadian Public Arts Funders. And in fact, I imagine now at the end of a few days of fairly intense discussions and some really heavy thinking on your part, you're ready for me to admit that there are really only 3 slides that you need to pay any attention to in my entire presentation this morning. The way I think, and especially in an area like what's happening in digital, which is just so diffuse, changing so quickly, is I like to try to find some principles and some structures to hang my ideas on. And I quite often go back to just kind of first principles. So the 3 slides that I want you to remember, and that are included in the report so you don't have to try to draw them quickly as I'm presenting them, are, in a way, a kind of a framework for your thinking, because I'm not going to be predictive. I realized, you know, I bought all the wrong technology when it first came out. I don't pretend to have any kind of crystal ball to understand where things are going to go. But I think if you have some kind of structure, you can perhaps at least assess and measure what you're facing at a moment in time. The first thing that I found really useful is developed by a digital consulting company called Gartner. Do you know the Gartner hype curve? I think all
all technologies, when they are introduced, follow a certain, according to Gartner, kind of predictable pattern. There's an early stage which is triggered by the development of a new technology, which is people working on a new app. Something new comes along that's a game changer. And almost invariably, that leads to what Gartner calls a peak of inflated expectations. And I think it's going to be interesting. I'm going to talk a little bit later about what's happening with big data. But do you know the term big data, generally? We're probably right now in a situation where, with big data, the discussion is that this kind of big data is going to change the world. It's yet the latest thing that's going to change the world. However, what usually happens is that this is the development curve of new technologies. This is where most new technologies end. Their curve is a bubble. So at the bottom of that curve, that's where your Palm Pilot is right now. And that's where it ends. That's where it ended for the Palm Pilot. That's where it ended, though, in the early 1990s for touchscreens for Hewlett-Packard. Hewlett-Packard introduced touchscreens in the late 80s, early 90s on their computers. And that's what happened with it. What I think is really important, it's obviously important not to get caught up on the upslope, but it's equally important not to get caught on the bottom. I think we have a tendency to say when a technology fails, that's it. You have to remember that digital is an area that is permeated with failure. It's a completely new area of endeavor for most of the people involved in it. What is important to remember is that there is another stage when a group of people actually find something that can be done with that technology, on some of these technologies. So to go back to the Hewlett-Packard touchscreen, Steve Jobs figured it was something he could transfer to the Apple interface. So he repurposed that and found a new way of integrating it. You can say, although they were developing at the same time, the reason I was attracted to the Palm Pilot is I wanted something this size that I could carry around, that had my schedule on it, that I could keep notes on. Well, it got integrated increasingly, some of the elements of Palm Pilot, into smartphones. And the key for doing that was the early Palms weren't networked. But by the enlightenment was if you took that device, that small, convenient device, and networked it, you were going to make it much more useful. What I was looking for when I got the Palm Pilot was something that was actually going to keep me on schedule, but let other people put my schedule in. And I worked in this complicated paper Palm Pilot thing with executive assistants. The BlackBerry just figured that out. It did it for me. So the next step then is, there is, for some of these technologies, a plateau of productivity where they actually then become a really productive, useful tool. So if you're looking at if you're having a lot of new technologies coming at you, it's frequently an interesting exercise to try to plot it in your mind on where you think it is on this hype curve. So that's slide number one that might be useful for you to remember. The second thing I do is I try to look at what I think, in an area where it's changing quickly, I try to look at what I think are kind of inherent characteristics of the digital world that we're talking about. So first inherent characteristic is that this is an electronic rather than a physical world. It's the extent to which this is an electronic world, and I'll go back to talk about big data right now, and a claim that was made by Eric Schmidt, who's one of the co-founders of Google, at a conference 3 years ago. He claimed that in Western civilization, from the dawn of civilization until 2003,
5 exabytes of information had been created. An exabyte, okay, do you know what a gigabyte is? A terabyte is 1,000 gigabytes. A petabyte is 1,000 terabytes. An exabyte is 1,000 petabytes. So he claimed there were 5 exabytes of digital information created up till 2003. From 2003 on, 5 exabytes of information is created every 2 days. So this is an electronic world that, in a way, partly represents, partly interpenetrates, and partly exists in parallel to the world of physical objects. And it's an increasingly present kind of world. There are people who are claiming that we no longer can make a distinction between online and offline, that our life is essentially, we are online, because so much of what we deal with is actually coming to us in a digital form. The second major shift was that it's on a network. It can mix with other digital information. Everything is grist for the digital mill. Your geographic location, your GPS site is grist for the mill. The time of day is grist for the mill. Your heartbeat is grist for the mill. It's all digital, and that means that it can be combined in all kinds of unforeseen and unforeseeable ways. But essentially, all information, once it's digital, the digital realm doesn't make a distinction between whether it was originally a picture or it was the speed of your car from your black box readout. So it is important to remember, because I think this is increasingly the way that the digital world is developing, is this kind of being able to deal with this admixture of different kinds of digital input. The most recent iteration of the web, Web 2.0 or the social web, really took advantage of the fact that this information doesn't get always just pushed out, it goes both ways. That the people who actually receiving the information can modify it, can feed it back. This was brought home to me by the fact I was just listening to Ottawa radio a few days ago. Apparently, the city of Ottawa makes a lot of its information, its digital information, just generally available. And people have developed apps that allow them to say, there are 4 trees being cut down on such and such a street. Everybody get together. We're going to do something about this. So that information, when it's out there, can be taken by the public and formed and responded to and collaborated on in ways that can't be foreseen by the people who are actually creating the data. There are some, if I'm being reductivist, those previously were what I was talking about, were what I'd call inherent characteristics of the digital world. There are some developments in digital technologies which are conditional and likely to change. I'm just trying to make sure my computer thinks it's doing the same thing as that computer's doing. We're used to the internet being an open platform. It doesn't have to be open. It was developed open because of a particular set of scientific and military contexts in which it was created. But there's nothing says that the internet has to remain an open platform. In fact, there's a lot of work being done by certain states to ensure that it is not open. So this is not an inherent characteristic that we can predict is going to be an element of the internet in all cases in the future. People expect material on the internet to be free. This is changing slowly, but there is still a strong, pervasive sense that once it is available online, you don't pay directly for it. The payment method for most material so far
has been indirect. It's been through the ads to the side of it. It's through driving traffic, but it's not been direct payment. I'm sure there's lots and lots of really great minds in the world trying to ensure that this does not remain a condition of the internet. We do have a stable Web 1. That was the Web 1 where you went and read a web page. We have a lot of stability developing around social media. We certainly seem to be getting a sense of who the sustaining, remaining partners are in terms of sustaining social media. So there are parts of the online world that are stable. There are parts that are highly unstable. We are moving to a point where we're developing the possibilities of different kinds of webs. The idea that the web is or the online world is a place where it's human-to-human interaction or human-to-computer interaction is being challenged by the idea that essentially we're going to work in a world where the machines talk to each other, where it's a machine-machine web. We're already talking about smart machines that know to order from the other smart machine. That's a parallel web universe that we're going to live in. We are increasingly moving forward Web 4.0, or the semantic web, which is a web that is able to, in some ways, to emulate human understanding. And so this is where I'll come back to the hype talk about big data. How many of you have been surprised when you go on to Gmail and you've just done a search before going to open up your mail that there's a nice little ad that relates directly to the thing that you searched for right beside your Gmail message? Google is one of the larger corporations that is working with big data, which is essentially that kind of data that I talked about, that pervasive data that's too large to organize using existing systems analytics. And what is being developed is an online world which takes that data and which combines it with other kinds of data so that the possibility exists that you can be walking down the street in New York by the store that sells a product that you had done a search for online, and you will receive a message on your cell phone saying for the 5 minutes you're walking by the store, the item is on sale. So that it's actually able to take information about your location, your time, and your viewing patterns and correlate it. And that's just kind of the most banal possible use of big data, but becomes a web that is much more personalized and much more individualized. I think this has implications for you as cultural planners in cities because essentially you usually work with public spaces, and the city is at a cultural level to some extent shared public space. This makes it possible that you're actually going to be working with a world of highly individuated experiences. So the 3 people walking down the same street in your city will have the possibility of having 3 entirely different cultural experiences of that street. So that, I think, is the unstable area into which we're moving with big data and with the possibility of the semantic web. I was asked to give so that's the first slide. Here's the second slide. It gets faster from here on in. Pardon me? You have 4 minutes. I have 4 minutes, okay. The second slide was, I was asked to kind of talk about how the digital technologies affect different disciplines. And I think the most useful, what I did was I said in each discipline, there's essentially a creative point, a production point, and a point where you're trying to get that material to the audience. And I determined whether digital had a strong effect, a medium effect, or a weak effect in each of the disciplines in each of those 3 areas. So
First, the slide that I'm showing is the areas where I felt that, based on my research, it had a relatively weak effect so far. So you're seeing it's primarily in the performing arts and performing arts production, but especially in performing arts creation. It so far has not had a strong effect. When the intermediate effect starts coming in reaching the public, and you'll know this from your own experience that most of the organizations that you're dealing with, cultural organizations that you're dealing with, are probably most heavily involved in using online in the reaching the public, in advertising, marketing, ticketing, so on. And not surprisingly, it has its greatest impact in those disciplines which are essentially digital. So it has it in there. Alain is going to be talking about the fact that there's a recognition that there is an art form called digital arts, but it's also there very much in music recording, in writing, because those disciplines have moved much more towards a digital base, and in film and video. So that's the second one that, if you feel that there's a great deal of material coming at you simultaneously, I think it's sometimes useful to say, I understand that probably if I'm looking at theater or in visual arts in terms of reaching the public, my field isn't as heavily imbued with what's happening in the digital world as it would be if I'm talking about film or video. Since I've got a very brief period of time, I will pass by the specific examples of this, which Alain's going to elaborate on more. So I'm just going to flip through the next slide quickly. And I want to talk about some work that was done, some really interesting work that was done by the Arts Council in England in 2009, 2010, which was really concrete survey work on how the public views arts online. And so this is I found relatively little material when I was doing my research 2 years ago that was actually based on surveys. And this was an interesting one because they had done it two ways. They'd done it with focus groups and with broad-based surveys. What they found is people who are most actively engaged in the arts are the most likely to explore arts online. Those who like arts like it a lot. Online context is valued as a support link to existing live events. And that online doesn't replace the live experience, especially for those interested in the arts. It still remains that the most common activities online for people in the cultural sector are getting information about events and about ticketing. This is an interesting one, and this is the one where I think a lot of cultural planners are in a bit of a conundrum. I think have all heard about the kind of the demise of gatekeepers, the fact that, you know, the traditional role of critics, the traditional role of authority is undermined by sites like Yelp or by social media, which presumably go around the authority figures. It still remains that most people are comfortable with sites or institutions they know and trust. That institutions that are known and trusted actually have a currency that they can use to develop an important place in the online world. And that people still see the online world in opposition to and threatening for offline events and for offline arts. Strangely enough, people still say they refuse to pay for art online. The other thing is the internet is not likely going to convert people who are not already interested in the arts. The online world is a reinforcing world in terms of arts rather than an introduction.
So the way that this is summarized in the third slide is that if you're looking at what the bulk of activity in terms of audiences is, it is getting access to the arts. A smaller group of people then actually use the online world to learn something. They may do some background reading on the play they're going to or about the music that they're going to be listening to. Increasingly, but still a smaller part, is people actually experience their arts online. So this is the use of YouTube or getting the music directly from the online source. Social media is the area in which audiences then take that work and share information about it or actually share the work. And the peak of the pyramid is for people who are actually creating online. So this still remains the smallest area of endeavor. And that as you go up the pyramid, it requires increasingly sophisticated online behavior. I'm also going to suggest in a lot of cases it requires decreasing age. And we're done. That's it. J'ai plus que 2 ou 3 diapos. J'aurais aimé battre le record du minimalisme de la présentation aujourd'hui, mais ça ne sera pas possible. Malheureusement, je m'en excuse. J'aimerais peut-être faire juste un petit demi-kilomètre ou demi-mille sur ce que David vient de dire à la fin de sa présentation. C'est peut-être une anecdote juste pour me calmer devant vous. Il y a plusieurs années, je trouvais ça intéressant que, bon, plusieurs années, au début du web, 96, 97, moi, je travaillais dans un musée à cette époque-là, un musée d'art contemporain, et j'entendais des gens me dire « Ah, mais si on met des expositions en ligne, il n'y aura plus personne dans les musées. » Ah, ça, c'était la grande peur. Les gens pensaient que des expos online exhibition allaient faire qu'il n'y aurait plus de public dans les musées. Et c'est assez paradoxal quand on voit maintenant tous les efforts que font la plupart des grands musées au monde pour qu'il y ait une interaction par le web entre leurs usagers, leurs visiteurs et les salles d'exposition. Alors, je trouvais que c'était intéressant ce que David a dit tout à l'heure m'a beaucoup inspiré. En fait, c'est une façon, je pense, de mesurer l'évolution, pas seulement des technologies, ce qui est relativement banal, mais l'évolution de l'appréhension par le public de ces technologies, de leur compréhension. C'est formidable. Et c'est aussi un des signes des effets, je dirais, souterrains du numérique dans toutes les pratiques artistiques. Alors, je vais revenir à des choses beaucoup plus terre-à-terre et je m'en excuse, mais je pense que c'est important que je puisse vous livrer un peu le contexte des consultations qu'on avait faites au Conseil des arts et des lettres du Québec. Le projet s'était appelé le projet Allons, Arts et lettres options numériques. Et en fait, tout ça est parti d'une commande de la ministre de la Culture de l'époque qui voulait que les principaux organismes de financement des arts et de la culture au Québec fassent le point sur l'état des lieux et les effets du numérique dans la production, dans la diffusion, dans la création des différentes disciplines et secteurs concernés. Je vais aller vite dans les premières diapos parce que le temps a déjà passé, puis c'est un peu la recette de comment on avait procédé, mais ça peut aussi être intéressant pour certains d'entre vous parce que parfois, avant de faire des changements dans les modes d'aide au financement de la culture et des arts, il faut, je pense, passer par cette étape-là de consultation, de voir comment ces effets du numérique sont perçus par les différentes, entre guillemets, clientèles des aides publiques. Alors, cette consultation avait été quand même très importante pour nous à l'époque. Il y a eu des rencontres dans chacun des secteurs concernés par l'aide du calque. Un assez grand nombre de participants, 250 participants, ça c'était en 2011. On a fait aussi un forum spécifique sur les arts numériques en prévision de créer un programme pour cette forme de pratique artistique. Et là, encore 80 participants avaient été convoqués pour 2 jours de réflexion et de discussion en 2011. Et par la suite, tout ça a convergé vers un forum à Québec où tous les secteurs avaient été présents et où on a tenté de se concerter, de se mettre d'accord sur un certain nombre d'objectifs communs
et dans le contexte d'un plan d'action. Et le rapport Allons, qui est disponible sur le site Web du Conseil des arts et des lettres du Québec, a été livré, comme prévu, en novembre 2011. Donc, notamment, en prévision des consultations, on avait fait réaliser un sondage par une firme de sondage et on avait découvert des choses qui sont peut-être pas très surprenantes, surtout avec le temps qui passe. Puis j'imagine pour vous, après deux jours de conférences sur le sujet, j'imagine que vous avez déjà bien pris conscience de l'importance des effets du numérique dans tous les aspects de la création artistique. Mais on avait quand même disons qu'on avait appris des choses qu'on savait un peu déjà, mais je pense qu'il fallait quand même avoir des chiffres. Et notamment, on avait compris que déjà, la très grande majorité des artistes et des organismes étaient touchés directement par le numérique. Parfois, sur tous les points et à tous les plans, parfois plus au niveau de la création, parfois plus au niveau de la diffusion, dépendant des disciplines. Et je pense que le graphique que David a montré nous fait comprendre comment le numérique a des effets différents selon ces disciplines. Alors, on avait aussi pu démontrer par le sondage qu'un grand nombre d'artistes avaient déjà compris que le numérique avait des répercussions importantes sur leur situation économique, sur le développement de leur carrière, sur le développement de leur discipline également. Donc, c'est tous des chiffres qui sont très éloquents. Alors, la consultation, comme je le disais, avait été faite au sein de l'ensemble des disciplines que le Conseil des arts et des lettres subventionne. Vous avez la liste à l'écran. En fait, ça, c'est la liste de toutes les disciplines qui sont subventionnées chez nous. Alors, les résultats ont été présentés de la façon suivante. D'abord, il y avait 6 grandes orientations avec des points, des sous-points. Le premier, et puis c'est pas tout à fait dans l'ordre d'importance, c'est plus dans un ordre d'action, prendre acte des transformations en cours. Mais ça, au Conseil des arts et des lettres du Québec, c'est une étape qui peut sembler évidente, mais qui devait être faite, qui avait son importance stratégique aussi au sein du Conseil. Il faut comprendre que le projet Allons, c'était une opération qui couvrait tous les secteurs d'activité. Alors, bien sûr qu'en chanson ou en danse, le numérique n'a pas les mêmes impacts qu'en cinéma, en vidéo, en art visuel. Le deuxième point, la deuxième orientation, c'est d'actualiser les valeurs. Et ces valeurs-là, ils sont issus du numérique, en fait. C'est intéressant parce que on comprend que le numérique agit de façon diverse. Et notamment, depuis une vingtaine d'années, les gens ont intégré, autant les artistes que les spectateurs, que les organismes ont intégré ces valeurs-là, parfois sans même s'en rendre compte. Alors, la valeur, le fait qu'on puisse interagir, c'est quelque chose qui est maintenant qu'on prend pour acquis. Il faut donc, et pour les autres valeurs, c'est la même chose, il fallait pour nous actualiser les programmes et les formes d'aide en conséquence. Une autre chose qui vient beaucoup par le numérique, c'est le décloisonnement. Je pense notamment aux régions. Le Conseil des arts et des lettres du Québec couvre un très grand territoire et en dehors de Montréal et de Québec et de certaines villes moyennes, il y a beaucoup de régions qui étaient jusqu'à maintenant parfois assez isolées sur le plan culturel. Et avec le numérique, notamment les réseaux, cette situation-là se transforme radicalement. Ensuite, il y avait la mise en réseau de nouvelles communautés, des communautés d'artistes, mais aussi de spectateurs, d'amateurs d'art, de personnes qui détiennent les connaissances, les savoirs. Ensuite, évidemment, l'accès au contenu culturel, c'est quelque chose de majeur avec le numérique. Et enfin, la notion de partage, qui est de plus en plus importante. Ce partage-là peut se manifester de très, très nombreuses façons, mais on pense notamment à la création collective ou encore au fait qu'on puisse maintenant accéder, échanger des œuvres entre centres d'artistes, entre des grands centres et les régions, par exemple. Ensuite, la troisième grande orientation, c'était de faire émerger des nouveaux modèles de développement culturel et économique. Notamment les nouveaux modèles de création qu'on avait repérés, qu'on a entendu beaucoup lors des consultations qu'on a faites, où des artistes notamment nous disaient que de plus en plus, le numérique leur permettait de prendre, comment je dirais,
de faire eux-mêmes une partie des activités que normalement qui antérieurement étaient faites par des tiers. Si c'est en art visuel, on pense notamment à des agents d'artistes. En cinéma, un cinéaste aujourd'hui, de plus en plus, fait sa propre promotion. En chanson, en musique, on voit de plus en plus des groupes faire du crowdfunding. Alors, c'est toutes des choses, c'est tous des nouveaux outils qui permettent aux artistes de s'emparer, je pourrais dire, des différents travaux qui habituellement n'étaient pas de leur ressort. Évidemment, ça leur donne plus de liberté, mais ça leur crée parfois aussi beaucoup plus de travail. Et ça leur impose d'acquérir de nouveaux savoirs. Et évidemment, toujours en lien, la troisième grande orientation, mais le développement des arts numériques, sur lequel je vais revenir plus tard, évidemment. Ensuite, la quatrième grande orientation qui découlait des consultations à Londres, c'est de développer des plateformes de diffusion de contenu culturel. Et ça, pour nous, ça a été une des premières choses qu'on a mis de l'avant avec une mesure qu'on a ajoutée dans les formes d'aide proposées par le Conseil. Je vais vous en reparler tout à l'heure. Ça concerne aussi les pôles d'expérimentation et de recherche. Pour plusieurs organismes, les ressources, les connaissances requises par leur personnel sont de plus en plus changent rapidement, évoluent, et c'est clair qu'on nous a beaucoup parlé lors des consultations de besoin d'échange, de pouvoir faire en sorte que les différents experts dans les différents types d'organismes qui sont subventionnés par le Conseil puissent avoir des manières d'échanger, même de développer en commun certains outils numériques. Et la cinquième orientation, c'est de réaffirmer la place de la création au cœur de la stratégie numérique. Et ça, c'était, j'avoue, et on le sent par la formulation, une orientation quand même stratégique pour le Conseil. L'important, ce qu'on voulait surtout affirmer par cette orientation-là, c'est que les différents changements technologiques ne doivent jamais remettre en question la place de l'artiste comme créateur. C'est-à-dire qu'il faut, nous, on tient de façon importante, on tient à ce que l'artiste continue à avoir l'entière liberté de sa création. Évidemment, si certaines technologies impliquent de mettre en place des équipes plus larges, implique que les artistes travaillent de plus en plus avec des assistants, des collaborateurs, des gens des firmes extérieures, ça va de soi, mais on tient à ce que notre aide aux artistes aille directement à la création de façon, je dirais, indépendante et en toute liberté. Et ensuite, évidemment, la sixième orientation concerne l'investissement des compétences, le développement des compétences, qui est primordial dans un contexte où les technologies évoluent très rapidement. Dans le rapport à Londres, il y a 37 scénarios d'action. Je ne vais pas vous les lire. 37. 37. Et c'est quand même important parce que ça couvre toutes les disciplines, alors il fallait vraiment aller à fond. Mais je vous laisse lire, ou enfin, je vais peut-être pointer certaines de celles qui sont à l'écran, c'est peut-être les plus importantes. Notamment, je vais y revenir, la reconnaissance du secteur des arts numériques. Je pense que c'était un des principaux acquis du projet Allons. Le développement d'outils de création numérique. On s'approche de ça un petit peu. Une veille numérique, mais ça, c'est un outil presque interne qu'on a mis en place pour pouvoir suivre de près tous les impacts de l'évolution des technologies numériques dans nos différentes disciplines, autant, comme je le disais tout à l'heure, sur le plan de la création et que de la diffusion et de la production. C'est très important. Et ensuite, évidemment, le développement des compétences, ça reste fondamental. Aussi, le développement de contenu culturel numérique. Ça aussi, c'est quelque chose qui a eu des suites. Je vais vous en parler dans quelques minutes. Alors, en résumé, le rapport à Londres, les mots-clés sont à l'écran, les consultations nous ont fait prendre conscience des éléments suivants, c'est-à-dire ces fameux nouveaux modèles économiques qui ont des impacts variés selon les types de disciplines, on le comprend. Je pense que la musique et la littérature, en termes de diffusion, sont les plus touchés actuellement. Les nouveaux processus artistiques
Notamment, quelque chose qui semble de plus en plus important, c'est que le numérique implique, impose, permet, ça dépendra des points de vue, une grande hybridation entre les disciplines. On voit de plus en plus, ça existait avant le numérique, mais on voit de plus en plus d'imbrication entre des créateurs qui sont des arts de la scène et qui vont s'associer à des artistes en art numérique pour développer des technologies qui leur servent dans leur spectacle. Autant en musique, on voit de plus en plus des processus de création collectifs, des outils online qui permettent à différents musiciens de collaborer. Enfin, et différents musiciens de collaborer, mais avec des gens de d'autres disciplines également. Et évidemment, les arts numériques eux-mêmes sont très perméables à la plupart des disciplines antérieures, que ce soit toute création d'images, la photographie, le traitement du son. Il y a une hybridité importante. Et pour un Conseil des arts et des lettres comme le calque, ça impose quand même des changements structurels. Ça impose, enfin, je pense que ça va en impliquer dans l'avenir parce que ça nous force, et ce n'est pas de mauvaise chose, à sortir de la structure qui avant où l'aide était très séparée par secteur, par discipline, où on a des spécialistes en danse, des spécialistes en musique, spécialistes en chansons, et ces gens-là, bien sûr, collaborent ensemble, mais souvent, les demandes de bourse, par exemple, sont évaluées par des pairs. Alors, ce qui veut dire que des musiciens évaluent des musiciens, des peintres évaluent des peintres. Mais plus on va aller vers des formes de création hybride, moins ce modèle-là va être efficace. Alors, c'est un gros... disons que ça challenge pas mal de choses au Conseil. Ensuite, il y a la notion d'artiste-entrepreneur. C'est celle dont je vous parlais tout à l'heure. Le fait que les artistes ont maintenant la capacité de s'occuper de bien plus que la simple, entre guillemets, simple création. Ils peuvent maintenant se faire leur propre promotion sur des réseaux sociaux, ils peuvent faire leur diffusion, ils peuvent se chercher du financement de façon en dehors des champs traditionnels. Ça implique une réorganisation parfois de leurs activités. Bon, il y a toute la question de la dématérialisation. David a parlé de ce sujet-là tout à l'heure, alors je ne vais pas y revenir. Et ce qui va un peu avec tout ça, c'est le repositionnement ou la disparition de certains intermédiaires. C'est un peu peut-être trop agressant de dire disparition, mais c'est pas instantané, mais on comprend que le rôle de certains intermédiaires est en train d'évoluer. Je pense aux distributeurs en cinéma, par exemple. Je pense à une certaine forme d'édition en littérature qui est en train de changer. Parce que, notamment, les écrivains ont de plus en plus un accès à l'édition qu'ils peuvent maîtriser par eux-mêmes sans intermédiaire. Mais évidemment, c'est une vaste question. Alors, les suites du rapport et du projet Allons sont les suivantes. Très concrètement, on a d'abord mis en place une mesure qui a une durée limitée de 3 ans, mais qu'on espère va être reconduite et même améliorée. Une mesure qu'on a appelée mesure plateforme et réseau numérique, qui nous a permis de venir en aide à plusieurs projets qui sont issus des différents organismes qui sont financés par nous. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure. Et ensuite, on a développé le secteur des arts numériques. Alors, chez nous, c'est fondamental. Maintenant, les arts numériques ont un programme spécifique qui permet d'être parfaitement adapté à la réalité de cette discipline, la réalité de création et de diffusion notamment. Ensuite, on a évolué sur une éventuelle mesure de création de contenu culturel numérique. C'était aussi une forme d'aide sur 3 ans reliée à la mesure plateforme et réseau, mais cette deuxième phase, si vous voulez, n'a pas encore été mise en place, mais on espère que les fonds vont venir le plus tôt possible. Alain, oui? Il reste à peu près 2 minutes pour qu'il y ait le temps pour quelques questions. Okay. Donc ensuite, ça c'est en cours. Suite au dépôt de différents rapports, dont celui du Conseil des arts et des lettres du Québec, le ministère de la Culture a mis en place un groupe de travail qui va produire une stratégie numérique de la culture. Alors, ça va venir concrétiser beaucoup de choses qui sont issues de nos consultations. La mesure plateforme et réseau numérique dont je parlais, en chiffres, ça ressemble à ça. Là. Pour l'instant, c'est 500 000 $ par année. Ça ne répond pas à tous les besoins, mais on a quand même réussi. Je m'excuse, cette prochaine diapo n'existe pas en anglais. Je l'ai ajoutée après avoir transmis le fichier aux organisateurs de la conférence.
Mais ça, c'est des exemples de projets qui ont été financés par la mesure plateforme et réseau numérique. Et je dois dire que ce programme d'aide a beaucoup insisté. Dans notre programme, on insiste énormément sur la notion de partenariat. C'est-à-dire que les organismes qui font des demandes dans le contexte de cette mesure ne viennent pas seuls faire une demande pour leur site web ou un projet qui sert que à eux. C'est important que ça serve à toute une communauté par le biais de partenariats. Et notamment, il y a eu, vous voyez un peu la variété des types de projets qu'on a aidés. Il y a notamment une plateforme géolocalisée de réalité augmentée pour téléphone intelligent qui permet à des artistes de travailler avec ces outils sans avoir à toujours réinventer la roue, si je peux dire, à redévelopper des logiciels. Il y a eu un dépôt numérique que Artex, qui est situé à Montréal, qui est un centre de doc, a mis en place, un dépôt numérique de textes, d'écrits, de critiques sur l'art contemporain au Québec et au Canada. Ça permet non seulement de préserver ces documents-là, mais de les rendre disponibles beaucoup plus facilement. Il y a eu, dans le secteur des arts de la scène, une diffusion en direct du ballet Casse-Noisette des grands ballets canadiens dans un réseau de salles de cinéma. Une plateforme de vente de produits culturels issus des arts numériques, ce qui est une grande première. C'est une forme d'art qui est connue pour être peu présente sur les marchés. Et là, on espère que cette plateforme-là va pouvoir développer justement ces marchés et permettre à ce secteur-là d'avoir plus de revenus autonomes. Et ensuite, un autre projet qui a été mis en place, c'est une plateforme collaborative de diffusion sur la photo contemporaine, surtout des textes, des textes de critique et de l'histoire de la photo au Québec et au Canada. Alors évidemment, le point principal, ça a été le développement du secteur des arts numériques. Et comme on disait, vous l'avez peut-être répété maintes fois lors des autres journées des conférences, l'art numérique, ce n'est pas quelque chose qui se définit facilement. On s'est senti l'obligation de pouvoir écrire sur notre programme, dans notre site web, une définition, mais comme vous pouvez le voir, on l'a voulu très, très large et plutôt inclusive. Donc, on parle d'exploration, on parle de processus, parce que c'est toujours implicite dans le numérique, il y a toujours des processus. Et évidemment, la chose principale, c'est l'utilisation de technologies numériques. Mais en même temps, on aide des projets où le numérique vient un peu en deuxième lieu, devant d'autres technologies. Ça inclut aussi une grande partie de l'art sonore. Donc, c'est vraiment très large. Et sur le site du Conseil, dans le programme des arts numériques, on a voulu accoler à la définition une série de termes qui permet de contextualiser un petit peu ce qui peut être de l'ordre de l'art numérique. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il y a là, c'est de l'art et que tout art numérique doit contenir ce genre de... Je crois qu'on arrête bientôt là, pour donner des questions. Oui, très bien. Alors, comme vous voyez, je ne lirai pas cette liste, mais c'est très vaste. Et je pense que je vais terminer avec une seule chose. J'avais préparé quelques diapos pour vous montrer des exemples, mais je pense que vous en avez vu quand même plusieurs. Sûrement, je regardais le programme encore ce matin, puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui ont parlé d'art public. Alors, je ne reviendrai pas là-dessus. Peut-être deux choses. D'abord, il y a quelque temps, la Ville de Montréal, le Bureau d'art public de Montréal, a annoncé qu'il avait intégré une première œuvre d'art public numérique à Montréal. Alors ça, c'est quand même, je pense, une première importante. Ça veut dire que les décideurs ont moins peur de l'art numérique. Avant, on pensait que ça ne pouvait pas se conserver, que ça allait briser, que ça coûtait cher. Mais on a quand même une première œuvre qui va être bientôt installée au nouveau planétarium de Montréal. Et la dernière chose, et je termine, c'est que moi, j'ai beaucoup travaillé en histoire de l'art et puis je m'intéresse à l'histoire ça existe, l'histoire de l'art numérique et des arts et de la technologie. Et simplement pour vous parler d'un projet qui a eu lieu en 1980, c'est quand même 33 ans, et c'est un projet qui avait été développé entre deux villes, Los Angeles et New York. Et dans les deux villes, comme vous voyez à l'écran, des foules se rassemblaient devant une vitrine de magasin dans laquelle il y avait une projection d'une autre foule qui était dans l'autre ville et vice-versa. Et les gens découvraient un nouveau moyen de communication en direct et visuel, et il y avait du son également. Et pendant les plusieurs jours où cette installation avait été en fonction,
bien, les gens se donnaient des rendez-vous, ils s'appelaient. Si quelqu'un connaissait un ami à New York, l'appelait puis disait, bien, rejoins-moi devant l'écran à 16 heures demain. Alors, c'est un peu du Skype grandeur nature, si je peux dire. Mais c'est pour dire que c'est pas d'hier que ça existe. Et moi, je trouve que c'est important qu'on puisse mieux connaître les racines de tout ça, puis de voir qu'il y a eu quand même des pionniers. On pense qu'encore on est à l'époque des pionniers, mais je pense que c'est plus le cas. On peut maintenant parler du passé numérique aussi. Merci. Merci, Alain.